Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour cette présentation orientée vers le PATO d'université, j'ai choisi d'abord de faire un petit état des lieux. C'est-à-dire, finalement, on parle du PATO, qu'est-ce que ça représente dans l'université? Alors, quelques chiffres, d'abord au point de vue quantitatif. Le PATO, c'est 1 millier de personnes à charge du budget ordinaire, avec, comme vous voyez, entre 2014 et 2018, une légère baisse, mais c'est aussi 500 personnes, ou un peu plus, sur prestations extérieures. Donc au total, on est à 1500 personnes, à peu près le tiers du personnel de l'université. Donc le PATO représente une grosse partie du personnel de l'université. Alors si on regarde un peu la situation, son évolution au cours des dernières années, force est de constater qu'il y a un certain malaise, il y a des découragements, malheureusement assez fréquents. Le plaisir au travail est de moins en moins présent, trop souvent perdu. Donc c'est une situation qui n'est pas idéale, loin de là. Alors, quand on a une situation qui n'est pas idéale, on se demande quelles en sont les causes. En voici quelques-unes. Bon, je mets causes possibles parce que c'est une première analyse de ces causes. Il y en a probablement d'autres et on peut aller plus loin dans l'analyse. Mais en voici qui me semblent assez importantes. D'abord, quand on travaille dans l'institution, on doit savoir où on va. Donc avoir une vue des objectifs de l'institution, qu'ils soient connus, qu'ils soient clairs. Et pour le moment, il y a un peu d'hésitation à ce sujet-là. Donc je crois que chacun se sent un peu mal à l'aise en se disant « mais qu'est-ce qui va nous arriver ?» parce qu'on ne sait pas où on va. Il y a des tensions par rapport à des choses tout à fait classiques dans les carrières qui sont les promotions. Il y a des tensions entre activités professionnelles et vie privée, pas toujours faciles à concilier. Il y a des pressions qui nous viennent de l'extérieur. Ça, il faut bien le reconnaître. On a des décrets qui se succèdent et qui nous compliquent la tâche. Il y a des règles européennes, par exemple, pour les marchés ou d'autres choses qui viennent aussi nous compliquer la vie. Souvent, il y a une ambiguïté des rôles. Quelle est vraiment ma fonction? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. On se dit, mais pourquoi est-ce que je fais le travail que je fais? On a peur de faire des erreurs. Il y a tout le problème des procédures et outils, souvent informatiques, les outils évidemment. D'abord, on n'a pas toujours ce qu'il faut, pas toujours à temps, pas toujours adapté. Et les procédures, quand on a un nouvel outil, ne s'adaptent pas toujours. Les deux, entre procédures et outils informatiques, il n'y a pas toujours une convergence, une adaptation. D'où problème. Autre difficulté, tension entre administration et chercheurs et académiques. On voit souvent des réactions d'un côté comme de l'autre et on ne se comprend pas. Un chercheur vient me dire « j'ai des problèmes avec l'administration ». Qu'est-ce que ça veut dire? Du côté administration, on nous dit les chercheurs ne comprennent pas les difficultés que l'on a. C'est bien d'identifier des problèmes, mais c'est mieux de proposer des remèdes. Remèdes que j'espère on peut mettre en place sous forme d'action avec des objectifs concrets. J'ai dit les objectifs sont peu clairs, donc il nous faut une vision d'université. Mais quelle université de Liège voulons-nous? Bien, celle que je propose avec mon équipe, c'est une université qui est vraiment une université. Ça veut dire qu'elle intègre enseignement et recherche, qui contribue à la société, parce qu'elle s'implique dans les débats de société. Elle a une influence sur le développement économique de la région et sur son développement culturel. Il faut que ce soit une université qui soit forte dans la région et dans le monde. Quand je dis forte dans la région, souvent on a l'impression que l'université de Liège, c'est la petite des grandes. Mais moi je voudrais qu'elle soit la grande des grandes. Pas la petite des grandes, et qu'elle soit visible dans le monde. Qu'elle ouvre le monde à ses étudiants. Quand nous formons des étudiants, il faut qu'en sortant d'ici, toutes les possibilités leur soient ouvertes. Et tout cela, bien sûr, on doit le faire en respectant des valeurs, et celles mises en évidence dans mon programme sont intégrité, humanité et liberté. Pas besoin de grandes listes. Si on respecte celles-là, on va très loin. Alors, parlons un peu des différents points. La communication interne. Il faut qu'on sache ce qu'on fait. Elle doit être bidirectionnelle. Non seulement on doit informer les membres du personnel, mais on doit écouter aussi. Il faut que le positionnement de l'université soit connu. Il faut que sa situation soit connue sur les différents aspects, son évolution. Il faut qu'on connaisse quels sont les projets en cours. Parfois, on dit « il faut changer ceci ». Et on ne se rend pas compte que depuis un certain temps, il y a un projet qui se développe et qu'effectivement, ça va avoir un impact sur le travail d'un certain nombre de personnes. Mais si tout le monde est informé, avant, c'est beaucoup mieux.
Parce que l'absence d'information crée l'inquiétude. Quand on ne sait pas où on va, on a peur et c'est normal. Communiquer rassure. Nous devons le faire. La gestion des carrières. Mais commençons par le recrutement. Une chose que l'on oublie trop souvent, c'est qu'au niveau de recrutement, on doit être attractif. Vous savez, ça dépend un peu des types de fonctions, mais de plus en plus, quand on ouvre des postes à l'université, on a très peu de candidats. On peut se demander pourquoi. On doit annoncer pour quelle fonction on recrute et quelle est la carrière attendue. Vers quoi est-ce que ce poste peut mener? Si on sait, ça élimine beaucoup de frustration. On est clair par rapport à le type de carrière, ce qui peut venir. On ne doit pas abuser des CDD. Souvent, on perd des recrutements parce qu'on dit on va commencer par un CDD d'1 an ou 2, puis on verra. Ça crée de l'inquiétude, ça crée de l'incertitude, et quelqu'un qui est dans un domaine où il y a une demande va aller voir ailleurs. Il faut que dans nos carrières, il y ait une possibilité de changer de travail, de changer d'affectation. C'est constructif pour tout le monde. Il faut de la flexibilité au niveau des conditions de travail, par exemple les horaires. Le télétravail est un sujet qui est sur la table depuis longtemps. Bon, il y a des difficultés par rapport à cela, mais il y a moyen de mettre des choses en place. Et quand on parle de promotion, bien, si on a un cadre clair par rapport à une carrière, quelles sont les promotions que l'on peut attendre et quand? Bon, évidemment, les promotions vont dépendre de la façon dont on fait son travail, mais si on a une vue claire de ce qu'on peut attendre et que quand on ouvre des promotions, on tient compte de ces carrières types, eh bien, les frustrations disparaissent parce qu'on sait ce qui peut venir et si on mérite la promotion, on peut l'avoir. Les frustrations viennent quand il y a discordance entre ce qu'on attend et ce qui est possible, indépendamment des qualités individuelles. La gestion des fonctions. Mais quand il y a des pressions extérieures, il faut les filtrer, pas les amplifier. Il faut que les rôles de chacun soient compris. Il faut entendre les personnes par rapport aux rôles. Il faut simplifier. Il faut laisser de l'autonomie, de l'initiative. Quand on peut adapter son travail, dire « moi je ferai mieux les choses si je fais autrement », il faut écouter les personnes qui nous disent cela. Quand il y a des outils nouveaux qui apparaissent, il faut former, il faut laisser le temps à l'adaptation. Quand il y a un projet qui se met en place pour changer un certain nombre de choses, mais il faut en parler, le construire avec les personnes qui sont sur le terrain. Pas simplement les écouter et pas en tenir compte, il faut travailler avec elles. Et donc il faut rétablir une communication aussi directe entre les différents acteurs. Bon, parfois, quand on a des difficultés à communiquer entre chercheurs et administration, c'est parce qu'on ne se parle pas assez. Il faut que la culture change, qu'on ne soit pas une culture du contrôle, mais de la coopération. N'oublions pas les postes aux prestations extérieures. 30% du PATO, 500 personnes. De nouveau, CDD, si c'est vraiment une durée déterminée, si c'est pour le long terme, faisons un CDI. Il faut qu'on ait des conditions de rémunération et de pension correctes. Et la grosse question qui se pose, c'est celle de la stabilité. Alors comment faire? On a des provisions pour passif social, mais on peut faire mieux que ça. Parce que provision pour passif social égale hypothèse de licenciement et provision pour pouvoir licencier. Mais moi, je pense que notre provision pour passif social doit devenir un fonds de garantie. Vous savez que quand on ouvre un poste, on dit, est-ce que finalement on s'engage pour ce poste? Et si on s'engage, on fait des réserves pour pouvoir le garantir. Alors pas indéfiniment, parce que ça pourrait poser de grosses difficultés, mais une garantie suffisamment longue, qui permet de ne pas mettre les gens en préavis de façon répétée. Tout à fait inacceptable. Et comment peut-on l'alimenter? Comme on le fait déjà pour la provision pour PFG, évidemment. Simplement un changement d'optique, un changement d'utilisation des moyens. Les provisions pour passif social, comme on les appelle, sont très peu utilisées. Alors c'est bien de les avoir, mais utilisons-les de façon constructive pour que les personnes ne vivent pas dans l'angoisse continue, ne soient pas dans une situation où on se demande chaque jour si dans un mois on ne va pas avoir son préavis, ou être déjà en préavis avec une échéance proche. Dans ce petit exposé, j'essaie de vous montrer les points auxquels nous faisons attention, notre façon de travailler, analyser les situations, faire des propositions concrètes. Je travaille avec une équipe qui est opérationnelle. Certaines personnes, vous les connaissez, d'autres pas. Par exemple, Anne-Sophie Nissen, qui est une spécialiste justement de la psychologie du travail et de l'ergonomie. Ou Fabrice Bureau, qui est un chercheur exceptionnel, qui va s'occuper de la recherche. Jean Binan, doyen de la faculté des sciences appliquées. Pardon, c'est moi la sciences appliquées. Faculté de philo et lettres et membre du conseil d'administration.
Vincent Doriot, qui est doyen de la faculté de médecine. Eh bien, avec ces personnes, nous allons travailler ensemble, si vous votez, et nous allons travailler ensemble avec vous pour l'Université de Liège.